Et écoutez bien, je sais que vous êtes tous ici, à la recherche de cette solution magique contre l'anxiété que chaque gourou numérique promet avec tant d'assurance. Vous connaissez cette rengaine, n'est-ce pas? Celle qui dit « respirez profondément 3 fois » et votre anxiété s'évanouira comme une notification Instagram indésirable juste au moment où vous en avez le plus besoin. La vérité, c'est que des millions de francophones ont téléchargé des applications de méditation anti-synthétisant en 2024 avec la conviction naïve que le bouddhisme fonctionnait comme une recette de nouilles instantanée. 3 petites minutes passées dans le micro-ondes de la conscience et hop, le nirvana instantané est à portée de main. Cependant, 4 individus ont fait une découverte légèrement mais significativement dérangeante. L'anxiété ne disparaît pas comme par enchantement, simplement parce que vous vous êtes assis en tailleur et avez tenté de vider un esprit qui, soyons honnêtes, est plus d'onglets ouverts que le navigateur Chrome d'un adolescent en pleine rédaction de son devoir de fin d'année. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que toutes ces personnes suivaient scrupuleusement les enseignements bouddhistes authentiques, faisant tout ce qui était considéré comme correct. Le véritable problème, c'est que Bouddha a vécu à une époque où la principale source de stress était de choisir sous quel arbre méditer, et non de gérer un patron toxique via WhatsApp, tout en espérant que l'algorithme de YouTube daigne montrer votre vidéo à quelqu'un. D'ailleurs, puisque nous abordons le sujet des algorithmes, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo, car il semblerait que YouTube applique également une forme de bouddhisme. Si vous ne manifestez aucun attachement au bouton « j'aime », la plateforme pratiquera un détachement total envers votre chaîne et ne la montrera plus jamais à personne. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, car, contrairement à l'illumination instantanée que chaque coach de vie promet, la croissance sur YouTube fonctionne toujours à l'ancienne, une personne à la fois, découvrant qu'il existe des récits qui sont bien plus efficaces qu'une simple tisane de camomille pour trouver le sommeil. Alors, partons à la rencontre de ces 4 individus qui ont courageusement tenté d'appliquer une sagesse millénaire à des problèmes qui, il faut bien l'admettre, n'existaient absolument pas lorsque les premiers moines inventèrent la pleine conscience, sans avoir à rivaliser avec 1 millier de notifications par minute pour capter l'attention de leur propre esprit. La docteure Émilie Leclerc, née en 1987, a obtenu son diplôme en psychologie avec cette conviction inébranlable qu'elle allait, à elle seule, révolutionner le paysage de la santé mentale en France. Or, en 2023, elle a découvert la pleine conscience et a eu l'impression d'avoir mis la main sur le saint Graal de la thérapie moderne. La vérité, c'est qu'Émilie a commencé à appliquer les techniques d'attention pleine à tous ses patients, comme si c'était un remède universel, une panacée pour tous les maux. Dépression, pleine conscience, relations toxiques, pleine conscience, crise de panique, évidemment encore plus de pleine conscience. Son cabinet, situé au cœur de la vibrante ville de Lyon, s'est rapidement transformé en une sorte de sanctuaire zen corporatif, orné de ces délicats carillons tibétains, dont le prix dépasse largement celui d'une séance de thérapie, et de plantes luxuriantes qu'elle arrosait avec une eau bénite par un moine bouddhiste rencontré lors d'un atelier de week-end. Émilie était absolument persuadée d'offrir quelque chose de véritablement révolutionnaire à ses patients.
la capacité d'observer leurs pensées anxieuses sans s'y identifier, comme si l'anxiété n'était qu'une mauvaise émission de télévision dont on peut simplement changer de chaîne, sans plus y penser. Et, il faut le reconnaître, cette technique est effectivement très efficace pour un grand nombre de personnes. Le problème, c'est qu'Emily ne faisait aucune distinction fondamentale entre l'anxiété légère, celle que ressent quelqu'un qui est un peu nerveux avant une présentation importante au travail, et la panique réelle, celle qui provoque des attaques si intenses que la personne a l'impression qu'elle va mourir sur le champ, au beau milieu de la boulangerie, en achetant sa baguette quotidienne. Pour elle, tout se résumait à une question de être présent et d'observer sans juger, comme si une crise de panique était comparable à une pensée fugace sur un ex-petit ami qui ressurgit de temps en temps, certes inconfortable, mais parfaitement gérable avec un peu de volonté. Thomas est arrivé à son cabinet après avoir enduré 3 longs mois de crise de panique qui surgissaient de nulle part, transformant chaque situation ordinaire en une expérience terrifiante, proche de la fin du monde. Son cœur s'emballait furieusement, ses mains transpiraient abondamment, sa respiration devenait laborieuse, et la sensation oppressante était que quelque chose d'horrible allait se produire dans les 5 secondes à venir. Emily a écouté attentivement la description de ses symptômes et a immédiatement pensé « Parfait, un cas d'école d'esprit déréglé qui a désespérément besoin d'apprendre à s'ancrer solidement dans le moment présent. » La toute première séance a été entièrement consacrée à l'enseignement de la technique de la respiration consciente à Thomas. Emily lui a expliqué avec clarté que la panique survient lorsque l'esprit se perd dans des pensées de futurs catastrophiques et que la solution était étonnamment simple. Chaque fois qu'il sentirait les premiers symptômes apparaître, il devrait concentrer toute son attention sur sa respiration, observant chaque inspiration et expiration comme si c'était la chose la plus fascinante et la plus captivante de l'univers entier. Thomas est reparti de là avec l'intime conviction d'avoir enfin trouvé la guérison définitive, car l'explication d'Emily avait un sens profond et elle semblait si sûre d'elle, si confiante dans ce qu'elle avançait. Lors de la 2e séance, Thomas a rapporté qu'il avait tenté d'appliquer la technique pendant une crise survenue au supermarché, mais que se concentrer sur sa respiration avait, de manière inattendue, aggravé la situation. Il avait commencé à remarquer qu'il respirait de manière anormale, ce qui l'avait plongé dans une panique encore plus profonde, celle de paniquer. Emily a alors expliqué que cette réaction était tout à fait normale au début et qu'il devait simplement pratiquer davantage, comme si la panique était une compétence qui s'améliore avec la répétition assidue, à l'image de l'apprentissage du vélo ou de la préparation de nouilles instantanées sans les brûler. La 3e séance s'est avérée particulièrement intéressante, car Thomas est arrivé en racontant qu'il avait effectué des recherches approfondies sur les crises de panique sur Internet et avait découvert l'existence de médicaments spécifiques ainsi que d'autres approches thérapeutiques. Emily a alors insisté pour expliquer que la médication n'était qu'un simple pansement temporaire et que la pleine conscience, en revanche, offrait une véritable guérison en transformant la relation de l'individu avec ses propres pensées. Thomas est reparti un peu confus, mais a finalement décidé de faire confiance à son approche, car après tout, Emily était une professionnelle diplômée,
et lui n'était qu'un simple ingénieur essayant désespérément de comprendre pourquoi son propre cerveau avait décidé de se rebeller de manière aussi inattendue contre les supermarchés. La 4e séance a eu lieu après que Thomas ait vécu la pire crise de sa vie, survenue en plein milieu d'une réunion de travail. Au crucial, il a tenté d'appliquer la respiration consciente précisément au beau milieu de sa présentation devant des clients d'une importance capitale. Cependant, en se concentrant sur sa respiration, il a réalisé qu'il respirait de manière excessivement rapide, ce qui a paradoxalement amplifié sa sensation de manque d'air. Cette prise de conscience l'a poussé à se concentrer encore plus intensément sur sa respiration, créant ainsi un cercle vicieux implacable qui s'est soldé par sa fuite précipitée de la salle, pris d'une panique totale à l'idée de paniquer devant ses collègues stupéfaits. Émilie a écouté attentivement le récit de Thomas et a suggéré qu'il pratique la pleine conscience sur le champ, pendant la séance, afin qu'il puisse apprendre à appliquer la technique de manière correcte. Et il se trouve qu'au beau milieu de la méditation guidée, alors qu'Émilie instruisait Thomas à observer chaque sensation corporelle sans le moindre jugement, il a commencé à sentir son cœur s'accélérer de manière alarmante. Émilie a maintenu sa voix calme et apaisante, lui disant de simplement observer, mais Thomas est entré dans une crise de panique complète, là, sur le fauteuil de son cabinet, tout en écoutant les instructions pour rester présent et respirer consciemment. C'est à ce moment précis qu'Émilie a pris conscience d'une question légèrement mais profondément problématique dans son approche thérapeutique. La pleine conscience est, sans aucun doute, un outil incroyablement puissant pour gérer l'anxiété légère et pour la prévention. Mais appliquer des techniques d'attention corporelle à quelqu'un dont le système nerveux est déjà complètement dérégulé, c'est un peu comme demander à une personne souffrant d'une migraine atroce de prêter une attention minutieuse aux détails les plus infimes de sa propre douleur de tête. La technique, qui était censée apaiser, fonctionnait en réalité comme un amplificateur redoutable de symptômes, les rendant encore plus intenses et perturbants. Après cet épisode marquant, Émilie a entrepris d'étudier plus en profondeur les différents types d'anxiété et a découvert qu'une crise de panique exige une approche thérapeutique spécifique, qui peut inclure des techniques de distraction, des exercices d'ancrage, l'utilisation de médicaments lorsque cela est jugé nécessaire, et surtout, un travail progressif et méthodique visant à désensibiliser le système nerveux. La pleine conscience demeure un outil d'une valeur inestimable, mais elle doit être appliquée après que la personne ait acquis un certain degré de contrôle sur ses crises, et non pas pendant leur manifestation aiguë. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'Émilie n'a absolument pas renoncé à l'approche de la pleine conscience après l'épisode troublant avec Thomas. En réalité, elle a interprété ce qui s'était passé comme une preuve irréfutable qu'il avait besoin d'encore plus de pratique assidue, comme si la panique était un muscle qui devait être exercé sans relâche jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment fort pour permettre la méditation. La vérité est qu'Émilie avait investi une somme considérable de temps et d'argent dans l'obtention de certifications en pleine conscience et abandonner cette technique
reviendrait à admettre qu'elle avait dépensé l'équivalent d'une petite voiture pour apprendre quelque chose qui, en pratique, ne fonctionnait pas comme elle l'avait espéré. Pendant les 6 mois qui ont suivi, Émilie a appliqué la pleine conscience à la quasi-totalité des cas d'anxiété qui se sont présentés à son cabinet. Sophie est venue chercher de l'aide pour une anxiété sociale si intense qu'elle l'empêchait de prendre la parole lors des réunions de travail. Émilie lui a enseigné des techniques de corps présent, prêté une attention minutieuse aux sensations de ses pieds sur le sol, à sa respiration, au contact de ses mains avec la table. Sophie a tenté d'appliquer ces techniques pendant une présentation importante et s'est tellement concentrée sur l'observation de ses propres sensations corporelles qu'elle a complètement oublié ce qu'elle devait dire, subissant un blanc total devant ses collègues. Antoine est arrivé avec une anxiété généralisée qui le poussait à s'inquiéter de manière obsessionnelle pour des problèmes qui pourraient éventuellement survenir dans un futur lointain. Émilie lui a expliqué que la solution était d'une simplicité désarmante. Chaque fois que son esprit commencerait à divaguer vers des scénarios catastrophiques, il devrait le ramener doucement et fermement au moment présent, en observant 5 choses qu'il pouvait voir, 4 qu'il pouvait entendre et 3 qu'il pouvait toucher. Antoine a tenté d'appliquer cette technique lors d'une crise d'anxiété concernant un éventuel licenciement et a découvert que prêter attention à l'environnement qui l'entourait lui a fait remarquer tous les détails qui confirmaient ses pires préoccupations. Des collègues chuchotant, un chef affichant un air grave et une réunion prévue pour le lendemain. Manon a sollicité de l'aide pour des crises de panique qui survenaient principalement lorsqu'elle se retrouvait seule chez elle, le soir. Émilie lui a enseigné la technique de l'observation impartiale. Lorsqu'elle sentirait les symptômes commencer, elle devrait s'asseoir en position méditative et observer chaque sensation sans tenter de les modifier, comme un scientifique étudiant un phénomène particulièrement intéressant. Manon a tenté d'appliquer cette technique pendant une crise et a découvert qu'observer scientifiquement son cœur qui s'emballe, son manque d'air et la sensation imminente de mort, c'était comme placer une loupe sur quelque chose qui était déjà bien trop effrayant pour être observé de si près. Le problème fondamental est qu'Émilie interprétait chaque échec de ses patients comme une preuve irréfutable qu'ils ne pratiquaient pas correctement, et non comme un signe évident que son approche thérapeutique avait des limites intrinsèques. Elle a alors commencé à suggérer avec insistance des retraites de pleine conscience, des applications de méditation sophistiquées et des livres spécialisés sur le bouddhisme appliqué à la gestion de l'anxiété. Son cabinet s'est progressivement transformé en une sorte de centre de conversion à la pleine conscience, où toute forme de résistance à la technique était systématiquement interprétée comme un attachement tenace de l'ego qui nécessitait d'être dissous par une pratique encore plus intense et dévouée. La situation a pris une tournure encore plus intéressante lorsque Émilie a pris la décision de documenter méticuleusement les succès de son approche afin de rédiger un article scientifique sur la pleine conscience appliquée aux troubles anxieux. Elle a alors examiné attentivement les dossiers de ses patients des 6 derniers mois et a découvert un schéma légèrement mais significativement gênant.
Sur les 15 patients qui s'étaient présentés avec différents types d'anxiété, 12 ont rapporté une aggravation notable de leurs symptômes au cours des premières semaines d'application des techniques. 3 ont purement et simplement abandonné le traitement. 2 ont consulté des psychiatres de leur propre initiative. Et un patient a même fini aux urgences, persuadé qu'il était en train de faire une crise cardiaque en pleine séance de méditation à domicile. Émilie a alors commencé à réaliser qu'il existait peut-être une distinction cruciale entre l'anxiété qui répond favorablement aux techniques de présence et l'anxiété qui exige une approche thérapeutique plus spécifique et ciblée. L'anxiété légère, cette préoccupation diffuse et souvent vague concernant un avenir incertain, s'améliore effectivement de manière significative lorsque la personne apprend à ancrer son attention dans le moment présent. Cependant, les crises de panique aiguë, l'anxiété sociale sévère, le trouble obsessionnel compulsif et d'autres tableaux cliniques plus intenses nécessitent une intervention radicalement différente avant de pouvoir tirer un quelconque bénéfice de la pleine conscience. La révélation finale, celle qui a tout changé, est survenue lorsqu'Émilie elle-même a été frappée par sa propre crise d'anxiété. Elle traversait alors un divorce particulièrement compliqué, faisait face à des problèmes financiers croissants en raison du départ de plusieurs de ses patients et subissait une pression intense pour démontrer des résultats positifs avec son approche de la pleine conscience. Une nuit, seule dans son cabinet, alors qu'elle organisait des dossiers médicaux, elle a commencé à ressentir cette combinaison familière et terrifiante. Un cœur qui s'accélère, une respiration difficile et la sensation oppressante que quelque chose d'horrible allait se produire à tout moment. Naturellement, Émilie a tenté d'appliquer ses propres techniques. Elle s'est assise sur sa chaise de méditation, a fermé les yeux et a commencé à observer ses sensations corporelles sans le moindre jugement. Mais, en prêtant attention à son cœur qui s'emballait, elle est devenue encore plus préoccupée par son cœur qui s'emballait. En essayant de contrôler sa respiration, elle a réalisé qu'elle respirait de manière anormale. Et en observant ses pensées, anxieuse, elle a pris conscience de toutes les raisons réelles et légitimes qu'elle avait d'être anxieuse. C'est à ce moment précis qu'Émilie a enfin compris ce que ses patients avaient tenté de lui expliquer pendant des mois. La pleine conscience est, sans conteste, un outil extraordinaire, mais appliquer une attention focalisée à un système nerveux qui est déjà en état d'alerte maximale, c'est un peu comme utiliser une loupe pour examiner un incendie déchaîné. La technique fonctionne parfaitement pour la prévention et pour travailler avec l'anxiété dans un état plus calme et gérable. Mais pendant une crise aiguë, le cerveau a impérativement besoin de stratégies pour réguler le système nerveux avant de pouvoir bénéficier pleinement de l'observation consciente. La grande révélation d'Émilie s'est produite lors d'une séance avec Chloé, une avocate de 34 ans qui avait développé des crises de panique intenses après un accident de voiture. Chloé est arrivée au cabinet en rapportant que les crises survenaient principalement lorsqu'elle conduisait, mais qu'elles avaient récemment commencé à apparaître dans toute situation où elle se sentait piégée, que ce soit dans les ascenseurs, les files d'attente à la banque, ou même sur le fauteuil du dentiste. Émilie a écouté attentivement la description de ses symptômes et a immédiatement pensé « Parfait,
Encore un cas d'esprit qui a désespérément besoin d'apprendre à s'ancrer dans le moment et présent. La séance a débuté avec Émilie, expliquant à Chloé comment les crises de panique sont générées par des pensées catastrophiques concernant des sensations corporelles tout à fait normales. Lorsque le cœur s'accélère légèrement pour une raison quelconque, l'esprit l'interprète à tort comme un signe de danger imminent et libère une quantité accrue d'adrénaline, créant ainsi un cercle vicieux qui peut être brisé, selon elle, par l'observation consciente. Chloé a écouté attentivement toutes les explications et a demandé si elle pouvait pratiquer sur le champ, car elle sentait qu'elle commençait à devenir anxieuse rien qu'en parlant du sujet. Émilie a perçu cela comme une occasion parfaite de démontrer l'efficacité de sa technique. Elle a demandé à Chloé de s'asseoir confortablement, de fermer les yeux et de commencer à prêter attention à sa respiration. Observez l'air frais entrer délicatement par vos narines, a dit Émilie d'une voix calme et empreinte de bienveillance thérapeutique. Sentez votre ventre monter et descendre avec douceur. Notez la température de l'air lorsqu'il entre et lorsqu'il sort de votre corps. Chloé a tenté de suivre scrupuleusement les instructions, mais a rapidement commencé à remarquer que son cœur battait de manière plus rapide que la normale, un signe précurseur de son anxiété montante. Maintenant, nous allons étendre notre conscience à l'ensemble de votre corps, a poursuivi Émilie, complètement inconsciente des signes croissants d'inconfort de Chloé. Observez les sensations dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre poitrine, dans vos mains. Observez simplement, sans tenter de modifier quoi que ce soit, sans jugement. Chloé s'efforçait d'observer ses sensations corporelles, mais ce qu'elle a observé, c'est que ses mains commençaient à transpirer abondamment. Sa poitrine était oppressée et elle respirait de plus en plus vite. Chaque instruction lui demandant de simplement observer la poussait paradoxalement à prêter encore plus d'attention aux symptômes qui s'intensifiaient de manière alarmante. Si des pensées surgissent, observez-les simplement passer, comme des nuages qui traversent le ciel, a dit Émilie, qui n'avait toujours pas remarqué que Chloé avait les yeux écarquillés et la respiration haletante. Revenez toujours à l'encre de votre respiration. Mais lorsque Chloé a tenté de se concentrer sur sa respiration, elle a réalisé qu'elle respirait de manière incorrecte, beaucoup trop vite et superficiellement, ce qui l'a poussée à essayer de contrôler sa respiration, ce qui l'a fait remarquer encore plus intensément son manque d'air, créant ainsi précisément le cercle vicieux que la méditation était censée briser et non amplifier. Chloé a ouvert les yeux visiblement agités et a déclaré qu'elle se sentait encore plus mal. Émilie a expliqué que cette réaction était normale au début et lui a suggéré de continuer à observer les sensations inconfortables avec une curiosité scientifique, comme si elle était une chercheuse étudiant un phénomène particulièrement intéressant. Observez l'anxiété surgir, notez précisément où vous la ressentez dans votre corps, quel type de sensation c'est. Chloé a tenté d'observer scientifiquement, mais découvrir que son anxiété augmentait en temps réel, de manière palpable, c'était comme lui demander de regarder un film d'horreur terrifiant sur sa propre vie, sans pouvoir détourner le regard. La situation a dégénéré de manière significative lorsqu'Émilie a suggéré une technique avancée. Maintenant, nous allons procéder à un scan corporel complet.
Commencez par les orteils et remontez très lentement, en observant chaque partie de votre corps avec une attention totale et ininterrompue. Chloé a commencé à suivre les instructions, mais prêter une attention aussi minutieuse à chaque partie de son corps lui a fait remarquer qu'elle tremblait légèrement, que sa poitrine était douloureusement serrée et que sa tête était légèrement étourdie. Chaque nouvelle sensation découverte, loin de l'apaiser, agissait comme un amplificateur puissant de son anxiété, comme si elle était en train de faire l'inventaire détaillé et précis de sa propre panique en cours, la rendant encore plus présente et accablante. C'est à ce moment précis qu'Émilie a eu une illumination fulgurante. Elle a posé son regard sur Chloé, qui était désormais en pleine crise de panique, recroquevillée sur son fauteuil de thérapie, et a réalisé avec une clarté effrayante qu'elle était en train de reproduire exactement le même schéma qu'avec Thomas, Sophie, Antoine et Manon. Elle appliquait une technique de pleine conscience à quelqu'un dont le système nerveux était déjà en état d'alerte maximale, comme si elle demandait à une personne en train de se noyer de prendre le temps d'observer scientifiquement la sensation de l'eau qui pénètre dans ses poumons au lieu de lui tendre une bouée de sauvetage. Émilie a immédiatement interrompu la séance et a dit à Chloé d'une voix ferme mais douce « Ouvrez les yeux, regardez-moi, nous allons faire quelque chose de complètement différent, quelque chose qui vous aidera vraiment maintenant. » Elle a alors guidé Chloé vers des techniques d'ancrage simples et concrètes. Toucher la texture du tissu du fauteuil, nommer à voix haute 5 objets qu'elle voyait distinctement dans la pièce, sentir ses pieds fermement et solidement posés sur le sol. Des actions simples qui la ramenaient au présent sans la contraindre à se concentrer sur ses sensations internes terrifiantes et amplifiées. Petit à petit, avec une lenteur rassurante, Chloé a commencé à retrouver un semblant de calme. La tension s'estompa progressivement. « Je crois sincèrement que j'ai commis une erreur fondamentale », a admis Émilie, la voix empreinte d'une humilité nouvelle. La pleine et conscience est, sans aucun doute, une excellente technique. Mais elle n'est absolument pas adaptée lorsque votre système nerveux est déjà en mode survie. C'est comme tenter désespérément d'éteindre un incendie déchaîné avec une simple loupe. Nous devons, avant toute chose, calmer le feu, puis seulement après nous pourrons travailler sur la prévention à long terme. Cette révélation, aussi brutale fut-elle, a marqué un tournant décisif et irréversible dans la pratique professionnelle d'Émilie. Elle a alors entrepris d'étudier avec une ferveur renouvelée d'autres approches thérapeutiques pour les troubles anxieux. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, spécifiquement adaptée aux crises de panique, les techniques de désensibilisation progressive. Et surtout, elle a compris l'importance cruciale de la régulation du système nerveux avant même d'envisager l'application de techniques de pleine conscience. Elle a appris, à ses dépens, que pour certaines personnes, la méditation pouvait attendre que le cerveau ait retrouvé un état de sécurité relative, un terrain plus propice à l'introspection. Émilie a également découvert, avec une lucidité nouvelle, que l'anxiété moderne possède des spécificités uniques que les moines bouddhistes d'il y a 2500 ans n'avaient absolument pas à gérer. L'hyperconnectivité constante, l'omniprésence des réseaux sociaux, la surcharge informationnelle écrasante, le rythme de vie effréné et incessant, tous ces facteurs
crée des types d'anxiété qui exigent impérativement des adaptations significatives des techniques traditionnelles. La pleine conscience demeure un outil précieux, certes, mais elle doit impérativement être intégrée dans une approche thérapeutique beaucoup plus large et holistique, qui prend pleinement en compte le contexte complexe et souvent anxiogène du monde moderne. Au cours des mois qui ont suivi cette prise de conscience, Émilie a profondément transformé son approche. Thérapeutique, elle a continué à enseigner la pleine conscience, mais avec une compréhension beaucoup plus nuancée et sophistiquée de ses applications concrètes. Pour les patients souffrant de crises de panique aiguë, elle commençait désormais par des techniques de stabilisation immédiate du système nerveux. Pour ceux qui luttaient contre une anxiété sociale sévère, elle travaillait d'abord sur le renforcement de la confiance en soi et l'acquisition de compétences sociales essentielles. La pleine conscience venait ensuite comme un outil de maintenance et de prévention à long terme, et non plus comme une solution universelle et unique à tous les problèmes. Thomas est revenu la consulter quelques mois plus tard. Cette fois, Émilie a commencé par lui enseigner des techniques de respiration diaphragmatique pour réguler efficacement son système nerveux, des exercices d'ancrage concrets pour les moments de crise aiguë et des stratégies cognitives ciblées pour gérer les pensées catastrophiques envahissantes. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de travail assidu, lorsque Thomas avait retrouvé un certain degré de contrôle sur ses crises, qu'elle a introduit des éléments de pleine conscience, non pas pour qu'il observe ses crises de panique, mais pour qu'il cultive un état de calme préventif et durable dans sa vie quotidienne, une forme de résilience intérieure. Sophie est également revenue et Émilie a adopté une approche radicalement différente pour son anxiété sociale. Au lieu de lui demander de se concentrer sur ses sensations corporelles pendant les présentations en public, elle lui a enseigné des techniques de préparation mentale approfondies, des exercices de visualisation positive puissants et des stratégies concrètes pour gérer son attention pendant les prises de parole. La pleine conscience est devenue un outil précieux pour sa pratique à la maison, dans un environnement sûr et contrôlé, et non plus une technique à appliquer directement en situation de stress intense et paralysant. Antoine a bénéficié d'une approche intégrée qui combinait habilement la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour ses pensées catastrophiques avec des techniques de pleine conscience adaptées à son cas spécifique. Au lieu de lui demander d'observer son environnement pendant une crise d'anxiété, ce qui paradoxalement amplifiait ses préoccupations, Émilie lui a enseigné à utiliser la pleine conscience de manière préventive pour cultiver un état mental plus équilibré, plus serein et plus résilient au quotidien, loin des tourments de l'anxiété. Manon a appris que ces crises de panique nocturne exigeaient une approche spécifique et multifacette qui incluait une hygiène du sommeil rigoureuse, des techniques de relaxation progressive efficaces et des stratégies ciblées pour gérer l'anxiété anticipatoire qui la rongeait. La pleine conscience est devenue un outil précieux pour ces routines de détente et de préparation au sommeil, et non plus une technique à appliquer directement pendant les crises où elle s'avérait contre-productive. Ce qui est absolument fascinant, c'est que tous ces patients ont finalement tiré un bénéfice considérable de la pleine conscience, mais d'une manière radicalement différente de ce qu'Émilie avait initialement imaginé avec tant d'enthousiasme.
Au lieu d'être une solution miracle à appliquer aveuglément pendant les moments de crise aiguë, la pleine conscience s'est transformée en un outil de développement personnel à long terme, une voie progressive pour cultiver la résilience psychologique et une conscience de soi plus profonde et plus apaisée, particulièrement dans les moments de calme et de sérénité. Émilie a également réalisé avec une humilité nouvelle que l'approche taille unique qu'elle avait initialement adoptée était profondément problématique et inefficace. Chaque personne qui arrive en thérapie apporte avec elle son propre bagage unique, ses propres traumatismes passés et son propre système nerveux avec ses particularités. Ce qui fonctionne efficacement pour quelqu'un qui souffre d'une anxiété légère liée au stress professionnel ne fonctionne pas nécessairement ni de la même manière pour quelqu'un qui a développé des crises de panique sévères après un traumatisme profond. La personnalisation du traitement est devenue, pour elle, un principe central et inaliénable de une pratique thérapeutique. Elle a alors commencé à collaborer activement avec d'autres professionnels de la santé mentale, des psychiatres pour les cas qui nécessitaient une intervention médicamenteuse, des thérapeutes spécialisés dans le traitement des traumatismes pour les patients ayant un historique complexe, et des coachs en gestion du stress pour ceux qui avaient besoin d'outils pratiques et concrets pour leur vie professionnelle trépidante. La pleine conscience est restée, bien sûr, dans sa boîte à outils thérapeutique, mais elle est devenue un outil parmi d'autres, une ressource précieuse mais non exclusive, et non plus la solution universelle qu'elle avait cru avoir découverte avec tant d'enthousiasme initial. L'histoire d'Émilie illustre de manière éloquente les défis inhérents à l'application de techniques traditionnelles et ancestrales à des problèmes résolument modernes et contemporains. Le bouddhisme et la pleine conscience offrent, sans aucun doute, des outils d'une valeur inestimable pour le bien-être mental et émotionnel, mais ils doivent impérativement être adaptés, contextualisés et intégrés dans une compréhension moderne et approfondie de la psychologie et des neurosciences. L'anxiété du XXIe siècle possède des spécificités que les moines d'autrefois n'avaient absolument pas à gérer, et nos approches thérapeutiques se doivent d'en tenir pleinement compte, sous peine d'inefficacité. La leçon principale à tirer de cette histoire n'est pas que la pleine conscience est inefficace, mais plutôt qu'aucune technique, aussi ancienne et vénérée soit-elle, ne constitue une solution universelle et unique à tous les maux. L'art subtil de la thérapie réside précisément dans la capacité à adapter les outils disponibles aux besoins spécifiques et singuliers de chaque individu en prenant en considération son contexte de vie, son histoire personnelle et son état émotionnel et mental actuel. C'est cette personnalisation qui fait toute la différence. Et si, par hasard, vous vous reconnaissez dans le parcours de Thomas, Sophie, Antoine ou Manon, rappelez-vous avec force que chercher de l'aide professionnelle est un signe indéniable de courage et de force intérieure, et non pas de faiblesse. L'anxiété est une condition traitable, mais parfois, il est nécessaire d'explorer différentes approches thérapeutiques avant de trouver celle qui vous convient le mieux, celle qui résonne avec votre être profond. La pleine conscience peut, sans aucun doute, faire partie intégrante de votre cheminement vers la guérison, mais elle n'a absolument pas besoin d'être le point de départ exclusif
ou la destination finale unique de ce voyage. Comme Émilie l'a appris à ses dépens, la véritable sagesse réside dans la reconnaissance humble de nos propres limites et dans la volonté inébranlable d'adapter nos approches lorsque celles-ci ne produisent pas les résultats escomptés. Parfois, l'acte le plus conscient et le plus sage que nous puissions poser est d'admettre avec une honnêteté radicale que nous avons besoin d'une approche différente. Et cela, c'est parfaitement et absolument normal. Une étape essentielle vers un mieux-être durable. Et maintenant, si ce récit détaillé et introspectif vous a aidé à mieux comprendre la complexité de l'anxiété et les défis inhérents à son traitement, n'hésitez surtout pas à le partager généreusement avec quelqu'un qui pourrait en tirer un bénéfice significatif. Parfois, le simple fait de savoir que l'on n'est pas seul dans ces difficultés est déjà un premier pas immense et libérateur vers la guérison et le soulagement. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque technique, chaque approche thérapeutique, il y a des êtres humains dévoués qui font de leur mieux, avec toute leur humanité, pour aider d'autres êtres humains. L'imperfection fait partie intégrante du processus, et c'est précisément ce qui nous rend si profondément humains et connectés. Bonne nuit, et que vos rêves soient infiniment plus paisibles et sereins que vos journées, remplies de quiétude et de douceur.